on peut très bien, c'est pour ça que c'était important au début de discuter du pharmacone et cetera, d'avoir une vision bien claire de la technologie pour pas la diaboliser, pour pas non plus la diviniser, hein, comme certains le font, hein, en disant que finalement, la technologie va nous sauver de tout, mais pour la mettre à sa place. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime et de reprendre peut-être une certaine liberté. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Jean, et merci d'avoir accepté de venir répondre à mes questions. La thématique là qui va nous occuper pour cet échange tourne autour de la façon dont l'IA transforme la transmission du savoir, impacte nos capacités cognitives et ce qu'on peut faire à titre individuel pour rester acteur de cette transformation plutôt que la subir. Et dans mes échanges, j'aime bien commencer par demander à mes invités de se présenter, de retracer un peu leur parcours. Donc, je veux bien que tu puisses faire ça et aussi expliquer ce qui t'a conduit, toi, à avoir envie de te saisir de cette question spécifique de l'IA dans l'apprentissage, dans la transmission et à aller jusqu'à écrire un livre sur le sujet. Écoute, moi, je me présente comme un anthropologue du numérique. Alors, je suis pas anthropologue dans le sens strict du terme, dans le sens où j'ai pas fait d'études d'anthropologie. J'ai pas un doctorat en anthropologie, mais c'est ce qui définit le mieux ce que je fais dans le sens où ce qui m'intéresse depuis l'arrivée d'internet, donc en gros une trentaine d'années, c'est comment ce qu'on appelle maintenant le numérique transforme l'être humain avec 2 prismes particuliers qui m'ont intéressé beaucoup plus que les autres. C'est comment cette révolution digitale transforme le travail et comment elle transforme justement la façon d'apprendre, la façon d'enseigner, de transmettre. Voilà, qui sont un peu les deux grandes passions que j'ai. Du coup, à partir de cette expérience, je suis aujourd'hui facilitateur chez FlexJob, qui est une entreprise basée à Lyon, voilà, qui est spécialisée sur l'innovation, dans les modes d'organisation. Voilà, pour, essayer de lutter contre le désengagement au travail, hein. On a un taux d'engagement au travail qui est très faible, aujourd'hui, et l'idée, c'est de se baser sur l'autonomie, l'engagement, des collaborateurs pour avoir des organisations plus basées sur l'autonomie et basées sur le vivant. Voilà, ça, c'est un peu l'ADN de FlexJob où je travaille, et voilà, je suis également créateur d'un atelier qui s'appelle le Smartphone Show, qui est un atelier de dialogue à l'origine parents-enfants pour mieux utiliser le smartphone. Et ça, c'est plutôt une activité que j'ai lancée en mode entrepreneur social sur mon expérience, bon, du numérique, mais aussi de père de famille. Parce que j'ai 4 enfants, dont 3 adolescents, et voilà, je me suis moi-même retrouvé un petit peu en défaut sur le sujet de la parentalité numérique. Mmh. Et puis donc je suis également auteur puisque j'ai écrit ce livre, Transmettre et éduquer à l'heure de ChatGPT, à destination justement des parents et des éducateurs. Voilà, et puis maintenant j'ai une activité de conférencier, et peut-être juste pour compléter un peu, voilà, cette présentation, moi je joue différentes fonctions et postes, mais à chaque fois, voilà, ce fil rouge, qui explique peut-être aussi ma passion sur, la question du jour qui est l'enseignement, l'apprentissage. C'est que j'ai également été enseignant, plutôt, dans l'enseignement secondaire. Mmh, j'ai animé un learning lab, donc un laboratoire d'apprentissage à Télécom Saint-Étienne pendant, 4 ans, où j'avais un peu carte blanche pour tester, des choses, heu, justement avec les outils numériques. J'ai coordonné la production d'un MOOC sur l'économie collaborative, et donc j'ai pu toucher du doigt un petit peu ce que les technologies étaient en train de changer dans la pédagogie, avant même que l'IA arrive et change la donne. Mais je pense qu'on va parler de tout ça. Complètement, complètement. Merci pour la présentation et je trouve intéressant que, enfin, tu redises que ça fait quand même un paquet d'années que tu es dans ce milieu et donc tu as le recul aussi sur ce qui a eu lieu avec ce qu'on appelait la révolution numérique ou la transfo numérique. On a tendance un peu, je trouve, dans la façon dont on analyse l'IA à faire comme si c'était fondamentalement nouveau, alors que même s'il y a des choses qui changent, il y a quand même des choses qui se répètent. Et justement, ça me permet d'aller sur ma question. Tu parlais de ton livre, toi, tu emploies le terme de tsunami pour décrire l'irruption de l'IA dans l'éducation en particulier. Si on se replace d'un point de vue historique et au regard de toi, le vécu que tu as de ces 20 ans dans le numérique, qu'est-ce qui, de ton point de vue, est sur spécifiquement ce sujet de l'éducation fait que, avec l'éruption de l'IA générative, alors pas de l'IA, mais de l'IA générative, on vit quelque chose de différent fondamentalement par rapport à ce qu'on a connu avec, tu parlais des smartphones, les tablettes, internet, les sites web, ces choses-là. C'est pas moi qui utilise ce mot, c'est David Henkoff.
qui emploie ce mot en 2014. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le tsunami numérique, hein, qui annonce en gros un tsunami dans l'éducation. Mais je pense, moi, en fait, quand il dit ça, il a 10 ans d'avance. Quand je dis il a 10 ans d'avance, c'est qu'il le dit trop tôt et c'est pas arrivé, en fait. C'est-à-dire qu'en 2014, il n'y a pas de tsunami. Et alors, le mot tsunami ou révolution, je l'entends chaque année. À chaque fois qu'il y avait une innovation technique, il y avait alors que ce soit le tableau blanc interactif, la tablette, les MOOC, à chaque fois, on entend les mêmes discours. En fait, il n'y a pas du tout de tsunami. Et moi, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, moi, je vais beaucoup dans les salles de classe, je vois toujours un tableau, un prof, des élèves, des craies parfois, des chaises, des cahiers et des stylos. Donc, je me dis finalement, qu'est-ce qui a changé depuis un siècle? En fait, pas grand-chose. Et en même temps, il y a eu quand même beaucoup d'introduction des technologies numériques dans l'éducation. Là où ça a commencé vraiment à changer, bien sûr, c'est Internet. Et Michel Serres nous dit déjà, il y a avec Petite Poussette, je sais plus quand est-ce qu'il a écrit, mais il nous parle déjà depuis longtemps de ce qu'il appelle lui la société pédagogique. Il nous dit on est dans une société pédagogique. Donc l'école là-dedans, c'est 10%. Donc ça sert à rien de s'exciter sur la transformation de l'école parce qu'en fait, la société est devenue pédagogique puisque c'est une société de l'information. Du coup, on apprend partout. On apprend, voilà, dans le bus, on apprend dans les réseaux sociaux, on apprend avec Duolingo, on apprend. Bon. Et c'est vrai que euh, ce tsunami annoncé, pour moi, n'est toujours pas arrivé. Par contre, je vais peut-être me tromper, hein, je pense que l'arrivée de l'IA, c'est ça le vrai tsunami. Pourquoi? Qu'est-ce qui est disruptif finalement par rapport à ce qu'il y a depuis 30 ans? Je pense que la vraie disruption, elle vient de l'IA générative, parce qu'elle permet d'avoir en poche en fait une sorte de ce que j'appelle un précepteur numérique. Parce que le vieux rêve de tout enseignant, depuis longtemps, hein, c'est documenté, hein, c'est de revenir au précepteur de l'Ancien Régime. Le précepteur, il s'occupe d'un prince, puisqu'à l'époque, l'éducation était réservée à la noblesse, et donc il peut faire de l'éducation personnalisée. Parce qu'on est tous différents, et le principe de la classe, d'ailleurs c'est ça que ça veut dire la classe, hein, c'est une classe d'âge. À la campagne, on fait les classes, hein, c'est par classe d'âge. Bah, quand on invente l'éducation de masse, à la révolution industrielle, on met toute la même classe, enfin les élèves sont tous dans la même classe, mais chacun apprend différemment. Alors je suis pas forcément un fan des intelligences multiples, mais en gros, on n'apprend pas de la même manière selon notre éducation, selon les talents qu'on ait une fille, un garçon, on est différents. Il y en a qui apprennent avec plutôt le relationnel, d'autres qui sont logico-mathématiques, d'autres qui sont kinesthésiques, musicaux, les autres qui sont tout ça ensemble. Il y en a qui apprennent lentement, il y en a qui apprennent avec leurs mains. Et en fait, le rêve de l'enseignant, c'est la personnalisation. Alors, quand on a une classe de 30 ou de 35, la personnalisation, elle est difficile et on la fait un peu par défaut. Et donc, quand on a compris qu'avec les données et l'exploitation des données, on pouvait faire du sur-mesure, de l'éducation personnalisée, ce qu'on appelle en anglais l'adaptive learning, voilà, il y a des perspectives extraordinaires qui s'ouvrent. Alors ça existe déjà, il y a plein de sociétés, de ce qu'on appelle les EdTech, qui explorent ce potentiel. Moi, je cite dans mon livre le projet Voltaire, qui est connu puisqu'il permet d'apprendre le français, et qui est basé sur l'intelligence artificielle, hein, et qui, en plus, ne tombe pas dans le délestage cognitif, c'est-à-dire qu'ils ont repris les grands cycles de l'apprentissage, les grandes fonctions de l'apprentissage, pour pas faire de bêtises, alors que, peut-être on en parlera après, moi je pense que utiliser les IA génératives telles qu'elles sont aujourd'hui, ça pousse au délestage cognitif, voilà, et ça pose un problème. Donc le tsunami, il va commencer maintenant parce que on a tous maintenant un précepteur numérique. Je mets des guillemets, hein, parce qu'en fait, c'est pas un vrai précepteur. Mais le potentiel d'un précepteur numérique dans la poche et qu'on n'est pas préparé à ça, d'où aussi le côté image tsunami avec la vague qui emporte tout, c'est-à-dire que les enseignants sont pas préparés à ça, les élèves le font spontanément, hein, je vais pas assommer de chiffres, mais en gros, la majorité des lycéens et des étudiants maintenant utilisent ces outils au quotidien. Et ça pose plein de questions parce que ça répond à ce besoin de personnalisation. Ça permet d'aller encore plus loin dans la société pédagogique parce qu'on peut H24 apprendre des choses. Mais il y a plein de prérequis qui ne sont pas réunis, d'où le délestage cognitif, c'est-à-dire qu'en fait, on les utilise mal et elles ne sont pas forcément faites pour apprendre, même si on apprend quand même. Et puis, peut-être, et on en reparlera, je vois aussi un risque sur la socialisation dans le sens où
fait d'apprendre est un acte qui est certes personnel, mais aussi profondément social. C'est-à-dire qu'on apprend avec un groupe, avec les autres. Et là, le risque, ça serait finalement d'un apprentissage, oui, personnalisé, mais qui deviendrait, voilà, finalement, je pourrais apprendre tout seul sans les autres. Et en fait, je pense qu'on ne faut pas les opposer et que il y a aussi peut-être cette question-là qu'il faut regarder dans ce tsunami. Un point que j'aimerais bien, creuser ou sur lequel je veux bien que tu reviennes, tu utilises la notion de pharmacon, alors qui est pas la tienne, pour parler de l'IA qui peut être à la fois, un poison et un remède. Je veux bien que tu définisses ce terme, peut-être d'où il vient et en quoi il te semble, intéressant, pertinent pour, donner une analyse ou un regard sur, ce qui se joue avec l'IA. Ouais, c'est un mot grec, hein, qui a donné pharmacie, hein. C'est intéressant avec, toute la pensée de la pharmacie, du remède, du vaccin aussi, où on met un petit peu de poison pour, résoudre, un mal. C'est déjà cité par, les Grecs avec Platon, mais après d'autres philosophes comme Derrida ou plus récemment, et c'est là d'où je tire le pharmacon numérique, Bernard Stiegler, qui est un philosophe français, qui a beaucoup réfléchi sur les questions, numériques et qui parle de pharmacon numérique. Donc l'idée, c'est en reprenant déjà beaucoup de penseurs technocritiques, hein, comme, Charbonneau, Ellul, et d'autres, c'est de dire qu'en fait la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise, ni neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la technologie contient en elle-même tous ses usages possibles, bons, mauvais, et que c'est pas neutre dans le sens où, ben, c'est des humains qui la programment, donc ils ont des intentions. Voilà, l'algorithme de TikTok en Chine n'est pas le même que l'algorithme de TikTok en Europe, donc il y a pas de neutralité, enfin, en tant que telle. Et donc, c'est à nous de sortir de notre neutralité face à la technologie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en retire et c'est, je trouve, éclairant. C'est-à-dire que finalement, la technologie pourra avoir tout, elle peut contenir potentiellement tous les usages possibles, bons et mauvais, qu'elle n'est pas neutre. Et donc, avoir conscience de sa non-neutralité, donc comprendre les algorithmes, comprendre comment marche la machine, la démystifier aussi. Et surtout, sortir de sa neutralité, c'est-à-dire que, je veux dire, il y a deux manières de le faire, soit dans la conception, soit dans l'utilisation. Comme la majorité d'entre nous, on n'est pas concepteur de technologie, ben, ça ne nous concerne pas. Par contre, on est utilisateur, donc ça veut dire qu'on peut, en ayant pris conscience euh, de comment fonctionne la technologie, se dire, ben, ça, je l'utilise, ça, je l'utilise pas. Et je trouve ça important une fois qu'on a pris conscience, et moi, je reprends cette trame du pharmacon dans les ateliers du Smartphone Show. Enfin, je reprends deux notions, je reprends la vision transhumaniste d'outils qui permettent une augmentation de l'être humain, parce que je pense que ces technologies sont fondamentalement transhumanistes, hein, enfin sans idéologie, simplement, c'est-à-dire qu'elles vont au-delà des capacités humaines. Et moi, je parle de super pouvoirs dans l'atelier. Donc, je dis par exemple, je te donne deux, trois exemples de super pouvoirs. Euh, Bah, c'est le smartphone, il est accessible H24. C'est pas une donnée naturelle de l'être humain. Toi et moi, on n'est pas accessible H24. La nuit, normalement, on dort. On n'est pas tout le temps accessible. Alors que tu peux demander à ChatGPT ce que tu veux à 3 heures du matin, il sera accessible. Deuxième super pouvoir, la rapidité. C'est des technologies qui sont hyper rapides, hein, qui formulent des réponses et qui commandent des produits du jour au lendemain. C'est vraiment très rapide alors que l'être humain est fondamentalement plutôt lent, en fait. Voilà. Et puis autre exemple, ça a réponse à tout. Voilà. Moi, j'ai pas réponse à tout, personne n'a réponse à tout, mais tu peux demander ce que tu veux à ChatGPT, il te formulera toujours une réponse. Et donc, cette augmentation permise par la technologie, on la vit, elle peut être bénéfique et donc moi, je reprends, cette vision transhumaniste d'augmentation pour faire réfléchir chacun, parents, enfants ou quand je le fais en entreprise, salariés. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être augmenté? D'aller vite, d'avoir des réponses à tout, d'être tout le temps accessible, donc ça apporte des bonnes choses. Et quelles sont les limites, les dangers? Et une fois qu'on a exploré ça, je prends la trame du pharmacon, Bernard Stiegler, de Platon, et je dis en fait, c'est quoi les poisons pour moi dans mon utilisation? Et ensuite, c'est quoi les antidotes que je pourrais trouver? C'est-à-dire que chacun est amené à réfléchir, se dire, ben moi, par exemple, pour moi, le scroll infini, c'est un poison. Parce que je me rends compte que ça m'apporte rien, ça touche mon hygiène cognitive, je vais arriver sur le brain rot, voilà. Et mon antidote, ça va être de le sortir de la chambre à coucher, ou de mettre l'écran en noir et blanc, ou de couper les notifs, ou de faire du sport. Et en fait, chacun va aller explorer, finalement, avec cette trame extrêmement simple du pharmacone,
parce que je trouve que c'est illusoire de faire passer l'idée qu'il y aurait des solutions magiques ou qu'on va abandonner la technologie. Donc moi, je préfère dire aux familles, aux éducateurs, aux salariés, on va prendre des doses de poison. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'on ne dit pas assez, et j'aimerais quand même le dire là, c'est qu'à chaque innovation technologique, il y a des gains. Voilà. Moi, quand on a inventé le marteau, ben, il y a un gain. Moi, je ne sais pas comment planter un clou avec mon doigt, donc avec un marteau, je peux faire des choses que je ne peux pas faire sans marteau. Et dans chaque innovation technologique, il y a des gains, mais il y a aussi des pertes. Le paysan, quand on lui a mis un tracteur dans les mains, bah, il a eu des gains extraordinaires, mais il y a plein de gestes, il y a plein de choses qu'il ne sait plus faire. Il les a perdues, peut-être même définitivement, et etc., etc. Avec la voiture, on a gagné en liberté, mais on a perdu peut-être de la vélocité, des capacités sensorimotrices, de la force, plein de choses. Euh, Avec l'IA, on va avoir des gains et on va avoir des pertes. Simplement, l'être humain, il aimerait avoir le beurre et l'argent du beurre. Il n'accepte pas les pertes. Et donc, je pense on prend des doses de poison. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire il y aura pas de poison parce que c'est pas possible. C'est d'aller trouver l'antidote qui est plus forte que le poison. Voilà un petit peu la façon dont j'applique cette trame sur l'anthropologie du numérique, que ce soit avec des enfants, des salariés, des parents, des enseignants. Tu disais que dans le secondaire, typiquement, collège ou lycée, à l'université peut-être, la majorité des étudiants, et puis tu prends les entreprises, des salariés aussi, utilisent tous ces outils d'IA générative, sans pour autant être «armés» entre guillemets, tu vois? Pour les utiliser et pour en tirer plus d'avantages que de désavantages. Et moi, tu vois, à titre personnel, c'est une question que je me pose aussi. J'ai un fils qui va rentrer au collège, il a pas de smartphone, on l'a déjà utilisé ensemble, j'essaie de lui expliquer, mais en tout cas, clairement, même en tant que parent, on n'est pas forcément, armés. J'imagine le désarroi des enseignants qui voient ça débarquer alors qu'ils doivent déjà faire leur, leur travail. Et je sais que toi, en termes de grille de lecture où tu distingues, ce qui est hors thèse, ou ça peut être quelque chose qui augmente une capacité existante, qui va venir aider, ou une prothèse qui va se substituer totalement à cette capacité. Je sais que tu donnais, je crois, dans ton livre, l'exemple de la calculatrice qui va être donnée à un étudiant en maths sup, donc qui a déjà des connaissances, des capacités en mathématiques. Et donc là où je pense que ça va plutôt être quelque chose qui va sublimer une compétence qui existe déjà versus un enfant qui sait pas compter. Et donc là, ça va se substituer à lui. Il va pas apprendre à compter, il va juste s'appuyer sur cette prothèse. Si on prend ça comme grille de lecture, qu'est-ce qui permet de se dire, et on fait le parallèle avec l'IA générative, que chez un individu, dans une organisation, pour des salariés, dans un système éducatif, qu'est-ce qui va permettre que l'IA générative, ça soit plus un soutien ou quelque chose qui va sublimer quelque chose versus qui va remplacer. Franchement, c'est une question difficile. Je vais être franc parce que c'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'il faut dans ce genre d'analyse, il faut essayer d'être objectif et c'est difficile. D'abord, de faire des mesures précises, faire des corrélations, de conclure à des conséquences établies, c'est pas simple. Je trouve que c'est un cadre de réflexion intéressante. Puis en plus, c'est une image qui parle bien, orthèse-prothèse, on peut tous se l'appliquer. Mmh. Déjà, je reviens sur les gains et les pertes. Quel que soit le cas, qu'on s'augmente, qu'on se remplace, hein, qu'on soit dans l'orthèse ou la prothèse, heu, chacun aura des gains et des pertes. Donc déjà, il faut en avoir conscience. Ensuite, on sait que le cerveau, c'est quelque chose qui est assez plastique, ça évolue, à la fois sur le long terme avec, l'épigénétique, mais aussi avec, des résultats, enfin des évolutions à court terme, hein. On a déjà mesuré, par exemple, comme l'effet Google, qui date de 2011, hein, où on constate une amnésie numérique, hein. C'est-à-dire qu'on retient le chemin, mais on retient plus l'information. C'est une externalisation de la mémoire. Et là, on l'a mesuré en 2025, avec, enfin le MIT a mesuré qu'il y avait justement une baisse de la charge cognitive entre 3 cohortes d'étudiants, soit qui utilisaient pas du tout de numérique, d'autres qui utilisaient Google et d'autres qui utilisaient, ChatGPT. Donc on voit bien, qu'on a des effets sur le cerveau, mmh, et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait compris, et je pense que ça sera sur chaque individu, quelles sont, pour répondre à ta question, hein, quelles sont les conditions d'augmentation ou de remplacement? Parce que ça sera pas si clair que ça. C'est-à-dire on pourra peut-être chacun vivre un peu d'orthèse et de prothèse, et à différents niveaux. Il y a des secteurs où ça va nous augmenter, d'autres ça va nous remplacer. Et puis, il va y avoir aussi des choix qu'on va faire. Je prends un exemple. Moi, j'ai décidé déjà depuis longtemps de remplacer mon orientation, en voiture, par un GPS automobile, enfin Waze, voilà. Donc
Là, pour le coup, c'est une prothèse totale, hein. Alors, je l'ai décidé en conscience. Ça me permet de faire autre chose, par exemple, écouter des podcasts en conduisant. Hem, mais effectivement, j'ai totalement abandonné l'orientation que j'avais avant avec les cartes, avec ma mémoire ou en demandant à des passants dans la rue. Bon, je prends cet exemple parce que, bon, il pourrait y en avoir d'autres, hein, mais on voit bien que là, c'est réellement le côté prothèse qui l'emporte. Face à l'IA générative, bah, je me pose moi tous les jours la question: «Est-ce que ça je le délègue? Est-ce que ça m'augmente? Est-ce que ça me remplace?» Et je me rends compte que c'est pas si simple que ça. Si on veut faire une règle générale, je pense que c'est pas possible, mais je tente l'exercice. Je pense que pour éviter qu'on soit dans la prothèse et surtout à un niveau qui serait embêtant, c'est-à-dire où on ait une prothèse cognitive, besoin d'une prothèse cognitive en permanence. Alors ceci dit, il y a des gens qui vivent avec une prothèse au genou, toute leur vie, hein. C'est pas non plus, rédhibitoire pour vivre, mais là on touche, non pas à des fonctions, motrices, mais des fonctions cérébrales. Donc on touche peut-être quelque chose de plus profond, en tout cas dans la définition de l'être humain. Et donc pour éviter ça, mon avis, et c'est aussi ça un petit peu que je dis dans le domaine éducatif aux enseignants, c'est que mon intuition, mais peut-être plus que mon intuition, mon analyse, c'est que, il me semble précautionneux, on va dire, de d'abord construire son intelligence, de remplir le tonneau avant de s'augmenter. Et c'est là que je prends l'exemple de la calculatrice. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière, j'avais en fait dans mes 4 enfants, le 1er et la dernière étaient tous les 2 en CP. La petite était en cours préparatoire et le grand était en classe préparatoire. Et ben, il y en avait une qui ne savait pas compter et l'autre qui était en classe préparatoire scientifique. Bon, et ben, heu, donner une calculatrice à ma fille, ça aurait été une prothèse. Alors que mon fils qui est en prépa, ça sera une orthèse, ça va l'augmenter. Il sait déjà calculer et ça va augmenter ses capacités. Du coup, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus qu'il faut peut-être d'abord apprendre des fondamentaux. D'abord, peut-être ne pas mettre du tout de numérique d'ailleurs, comme le font certains géants de la Silicon Valley, c'est-à-dire, mobiliser toutes ces formes d'intelligence sans prothèse, sans externalisation de la mémoire, sans tablette, sans smartphone, sans connexion, pour vraiment développer toutes ces capacités, heu, motrices, sensorimotrices, d'abstraction, manuelles, relationnelles, psycho-affectives, toutes les formes d'intelligence. Se construire en fait, pour ensuite, plus sereinement, commencer à découvrir ces outils et bien les utiliser. Alors là, évidemment, c'est comment on utilise les technologies et là, je fais référence à ce que je disais tout à l'heure sur des EdTech qui ont vraiment, avec des pédagogues, pris les choses en main, en respectant, par exemple, les cycles d'apprentissage, hein, théorie, pratique, métacognition, pour pas disrupter cette chaîne et pousser au délestage cognitif. Et je pense que dans ces conditions-là, en étant bien construit et en utilisant la technologie voilà, de manière correcte, on ne sera pas dans ce risque de prothèse cognitive. Ce qui me fait un peu peur, pour être très franc, c'est qu'aujourd'hui, bah, finalement, c'est un espèce de on va tous plonger là-dedans à toute vitesse, sans réfléchir. Et moi, je vois beaucoup, enfin, quand je regarde les chiffres, hein, vous avez, je sais pas, il y a 80 des lycéens qui l'utilisent, 99 des étudiants. Je suis pas sûr, vu l'état de l'école, qu'ils aient eu tous les prérequis pour être bien construits et avoir un tonneau bien rempli, de ce qu'on appelait avant les humanités, une culture générale, et cetera. Alors moi, quand j'entends Laurent Alexandre me dire: «Ne faites plus d'études», bah, pour lui, c'est facile, hein. Je veux dire, lui, le tonneau, il est bien rempli, il a fait l'ENA, Sciences Po Paris, machin, donc lui, il peut s'augmenter. Ses enfants, sans doute. Mais voilà, comment on va donner ce corpus avant d'utiliser ces outils surpuissants comme une méga calculatrice? Je pense que ça, c'est un vrai sujet et je pense qu'on l'a pas encore abordé et peut-être que le tsunami, il est là. C'est-à-dire que personne ne sait ce qu'il faut faire, que ce soit les enseignants. Moi, j'interviens beaucoup auprès d'enseignants. Heu, le fait est là, les étudiants ont ça en main, ils l'utilisent un peu de manière irréfléchie parce qu'en fait, on leur a jamais appris à l'utiliser. Alors il y a quelque chose de très très intéressant, hein, ça s'appelle, l'autodidaxie, hein, ça a toujours, existé. On peut apprendre, par soi-même et on n'a pas attendu, ChatGPT pour le faire. Mais je trouve que ça mériterait d'explorer vraiment, voilà, le cadre d'utilisation pour éviter ces effets, sur la cognition humaine. Parce que je crois qu'après on prend des habitudes et puis peut-être la dernière chose, c'est que tout ça arrive sur un terrain.
mais peut-être que j'en parlerai après, arrive sur un terrain qui est pas forcément bon terreau, pour le coup, qui est celui de la surexposition aux écrans. Je parle de la jeunesse, c'est-à-dire que non seulement il y a l'IA qui arrive avec ses risques de prothèse cognitive, mais ça arrive sur un terrain où on a en gros, les 15-25 ans qui sont à 5h30 de moyenne devant un écran, devant un téléphone, pardon, hein. Donc, ça veut dire que tout ce qui est hygiène attentionnelle, concentration, qui sont des prérequis connus hein, de l'apprentissage, ne sont pas réunis. Du coup, quand on rajoute les deux, bah, c'est pas l'idéal. Ah, c'est certain. Un truc qui me questionne dans ce que tu dis, tu vois, je trouve intéressant la métaphore ou l'image que tu prends du tonneau où en fait, déjà remplir le tonneau, avoir un tonneau solide et après, utiliser pour s'augmenter pour autant et tu vois, enfin, tu as des enfants, aussi donc tu vois, mais il y a quand même cette pression sociale, cette accélération et notamment pour les enfants. Moi, je sais que j'en discute souvent avec mon fils: «Bah, tu sais papa, tous mes potes, ils ont des smartphones». Ce truc de: «Ah mais si tu pas de smartphone, t'es has-been, si tu utilises pas tes outils, t'es un peu en retard». Et en plus tout comment dire? Le discours des géants de la tech en gros, il faut toujours aller plus vite. Si vous l'utilisez pas, vous êtes des ludites. Si vous vous posez deux trois questions, en fait, c'est que vous êtes contre le progrès et donc en fait, c'est là où on se rend compte que, c'est pas juste un truc individuel, c'est qu'en fait, il y a un truc systémique qui est quand même difficile, même si toi, en tant que parent ou enfant, tu as envie de faire les choses bien, de faire attention, il y a tout qui te pousse, à faire l'inverse, quoi. Je sais pas, c'est comme si tu faisais un régime et que tu vivais dans un McDo, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est compliqué, quoi. C'est peut-être d'ailleurs ça le plus compliqué. Pour t'éclairer, les deux raisons principales qui font qu'aujourd'hui, l'âge moyen du premier smartphone, c'est 11 ans en France, et selon moi beaucoup trop tôt. En tout cas pour la majorité de la population, hein. Il y a des gamins de 11 ans qui se débrouillent très bien avec, mais pour la majorité de la population, c'est trop tôt. On a décidé collectivement qu'on conduisait pas une voiture avant 18 ans. Donc, on le ferait pas avec d'autres technologies comme, eh ben, les 2 raisons principales, la première, c'est je veux savoir où est mon enfant, parce qu'en gros, il rentre au collège et du coup, souvent, il y a des transports, des bus. Bon, moi, les spécialistes de la sécurité m'ont expliqué que c'était beaucoup plus dangereux de donner un téléphone à un gamin de 11 ans que de se faire attaquer à l'arrêt de bus. Enfin, dans les chiffres, c'est établi. Donc cette première raison, je la comprends en tant que parent, mais on se crée des angoisses qui n'existaient pas avant, hein, voilà, qu'elle est pas vraiment valable scientifiquement. Et la deuxième, c'est celle dont tu parles, c'est le côté social. Tous mes copains en ont un, donc il en faut un. Et quelque part, la peur du parent de se dire: «Mais en fait, mon gamin va se désocialiser parce qu'il aura pas de téléphone». Mais là aussi, dans les faits, tu demanderas à ton fils quand il aura 20 ans comment il s'est socialisé. Je serais étonné qui qu'avec le recul, il t'explique que c'est grâce aux réseaux sociaux. Il aura eu des espaces de socialisation forts, des amitiés fortes dans d'autres endroits que dans les réseaux sociaux. Alors maintenant, c'est très utile pour rester en lien avec sa communauté d'amis et cetera et tout. Donc évidemment, c'est juste génial et moi d'ailleurs, on discute avec mes ados, il y a aucun souci avec ça. Mais voilà, quand on voit que ces 2 raisons principales, je trouve qu'elles sont pas forcément à ajuster pour le donner à un enfant trop tôt et du coup après on fait prendre des habitudes, on les met en danger sur évidemment la violence, la pornographie, le harcèlement, et cetera, alors que les raisons sont pas vraiment valables. Mais tu as raison, cette dimension collective est très forte, la pression est très forte parce qu'on est des animaux de groupe, hein. On vit en groupe et on se conforme à des groupes et puis en plus, parfois on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on dit: «Bah oui, mais les infos, elles sont sur le groupe de classe, sur WhatsApp, ou sur je sais pas quoi, donc si on n'a pas accès, ben on est exclu de tout ça». Donc c'est vrai que c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Et puis ce que je trouve, encore moins simple, c'est que, tu as eu cette polémique d'interdire les réseaux sociaux, jusqu'à 15 ans. Et où, moi, en tout cas, je suis très présent sur LinkedIn et donc pas mal de gens qui disaient: «Mais en fait, l'État, il veut réguler, c'est une atteinte à nos libertés, chacun a qu'à éduquer ses enfants, quoi». Et en même temps, quand tu vois que typiquement les algorithmes, ils ont été conçus par des ingénieurs, des psychologues pour justement hacker les mécanismes de ton cerveau, tu te rends compte qu'en fait, bah non, si, les pouvoirs publics ou si collectivement on se met pas d'accord pour se protéger un minimum, en fait, ça a été pensé pour, et donc on se bat pas à armes égales, quoi. Non, mais moi, je suis pas contre les interdictions collectives. Au contraire, elles peuvent, aider le groupe. Ça serait beaucoup plus compliqué, si on avait dit: «Ben, vous conduisez comme vous voulez les voitures, heu, à l'âge que vous voulez», ce serait compliqué. Le fait que ce soit interdit pour tout le monde avant 18 ans, c'est plus simple et puis, alors après, il y a aussi la notion de conduite accompagnée, moi, qui m'intéresse dans la métaphore. C'est que, est-ce qu'on fait une conduite accompagnée? Moi, c'est ce que je fais avec le Smartphone Show,
c'est de dire, en fait, on implique les adultes pour aider à comprendre comment ça marche. Et en plus, ce qui est puissant, c'est que l'enfant se rend compte qu'il est pas seul et que, en gros, son père ou sa mère est autant accro que lui. Parce que n'importe quel, humain normalement constitué, heu, va avoir envie de scroller, hein. Je veux dire, c'est parler d'ingénieurs sociaux, voilà, les technologies persuasives, le laboratoire de Stanford qui date de 96, hein, sur les persuasive technologies, c'est fait pour. Donc il y a des et ils ont bossé et c'est puissant, ça utilise le réseau de science du cerveau, ça utilise, les sciences comportementales, technologies algorithmiques, donc c'est fait pour. Donc je trouve ça intéressant que l'enfant voit que finalement son père ou sa mère est aussi concerné et le fait de s'engager à 2, par exemple, on dit: «Beh, tiens, à la sortie de l'atelier, on dit: "Oh, tiens, on va se mettre un temps d'écran" et que ça soit aussi le père ou la mère qui se mette un temps d'écran ou qui disent: «Bah, je vais sortir le téléphone de la chambre ou je vais arrêter de l'utiliser dans les toilettes ou, au volant» et là, du coup, on est dans l'exemplarité de l'éducation et puis bon, les adultes se font du bien aussi, hein, parce qu'ils sont eux-mêmes victimes, de la surexposition aux écrans pour, leur santé mentale. Et on commence à voir, hein, moi je vois par exemple à l'IA, il y a une grande promesse de libération. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur la question de la prolétarisation. La grande promesse de l'IA, c'est je vais vous libérer des tâches, fastidieuses, répétitives et chronophages. Mais en fait, aujourd'hui, là, il y a une étude de la Harvard Business Review qui dit en gros: «Bah non, les données qu'on a, on observe plutôt une intensification du travail». Alors, parce qu'on peut faire plus de choses. On en revient, hein, sur l'augmentation dont je parlais tout à l'heure. On peut faire plus de choses. Moi, si je te donne un truc où tu peux faire plus de choses, il est très probable que tu fasses plus de choses. Et en plus, des choses nouvelles que tu savais pas faire tout seul avant. Et donc, on est plutôt poussé au plus que à la libération et au moins pour aller, pas quoi, aller se gambader dans la forêt, quoi. Juste un point sur le lien entre, tu disais l'IA générative arrive sur, la problématique des écrans, peut-être juste en 2 mots, c'est quoi le lien qu'il y a à faire entre, bah, justement cette, surexposition aux écrans, les enjeux que ça pose, enfin aux réseaux sociaux, aux smartphones, et notamment alors tu disais les adultes, clairement, on est tous aussi, accros que nos enfants. Peut-être ce qui peut changer, c'est que les plus jeunes ont quand même un cerveau qui est plus, malléable ou plus en construction que nous et donc peut-être que nous, on a un tonneau qui est un peu plus plein et donc cette capacité, je sais pas, hein, peut-être, tu me détromperas et l'IA qui arrive là-dessus, c'est une surcouche, tu vois? Qu'est-ce que ça peut amener, par rapport à ces sujets-là? Bah, déjà effectivement, le cerveau n'est pas fini chez l'enfant. En gros, on admet qu'il est totalement fini plutôt vers, après la vingtaine, hein, plutôt vers 22-23 ans, notamment le cortex préfrontal qui va permettre de se réguler ses émotions, se mettre des limites. Donc c'est beaucoup plus difficile, par exemple, pour un ado de gérer ses émotions, de gérer la frustration, de se mettre des limites, d'où l'éducation d'ailleurs, hein. Où, c'est un peu un art de conduire, hein, ex tucere et moi je vois d'ailleurs une contradiction fondamentale entre le mot éducation, ex ducere, conduire en dehors, donc c'est-à-dire mettre des limites pour amener nos enfants vers l'autonomie, hein. Mais ducere, c'est conduire. L'aqueduc, il conduit l'eau dans un tuyau, c'est serré quoi, il y a des limites à droite et à gauche. Et le fait de donner des technologies sans limite à des gamins de 11 ans. Moi, je trouve qu'il y a une contradiction fondamentale entre l'acte d'éduquer, donc l'art de poser des limites, pour emmener plus loin, hein, pour amener à l'autonomie et le fait de mettre dans la poche des technologies sans limite, qui sont accessibles H24, qui ont réponse à tout, qui voilà. Et donc on a là un lien entre, je te donne des technologies sans limite et donc qui vont amener une surexposition aux écrans, qui est facilement explicable parce que qui va résister à autant de contenu, que ça soit récréatif, éducatif? Alors, avec plein de bonnes choses dedans, hein, bien sûr. C'est la bonne nouvelle, c'est que on a des enfants qui sont super informés par rapport à moi au même âge, voilà. Mais je pense que ça va toucher, les fonctions cognitives, l'hygiène attentionnelle. Moi, j'ai lu un petit bouquin de Anne de Pomereux sur la reconquête de l'attention en disant: «C'est le combat du siècle». Il y avait déjà Bruno Patino avec, l'histoire du poisson rouge. Bon, moi, je crois que vraiment tout enseignant te dira que la ressource numéro un de l'enseignement, c'est l'attention. Et quand on est prof, hein, on voit bien, 1 heure de cours, on sait qu'en gros l'attention c'est 20 minutes, hein. Les conférences TED ont été faites sur ce format-là pour avoir, une attention maximale qui dure 20 minutes, après ça baisse. Bon, c'est normal. Donc quand tu as 4 heures de cours avec une méthode traditionnelle, chacun en randonnion, c'est normal que voilà. Mais si tu as déjà des élèves qui, eux,
ont intégré un format TikTok où c'est 30 secondes ou 1 minute 30, ça clash de partout, ça excite leur réseau de science, ça libère des petites récompenses de dopamine. Bah, ils ont le cerveau en chou-fleur. Donc, c'est compliqué d'aller, suivre un cours, accepter le temps long, la frustration, l'effort. Or, bah, les neurosciences nous expliquent que c'est comme ça que ça fonctionne et l'effort crée, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, il y a des destructions de cellules qui se font et qui amènent, à une recombinaison. Enfin, il y a toute une chimie du cerveau qui fait qu'en gros, on fait des efforts, on répète les choses entre la théorie, la pratique, la métacognition. Et je pense que si on respecte pas ça, et on voit bien que ces technologies, à la fois dans la surexposition, que dans le réglage, de ces IA génératifs qui sont majoritairement pas, calés sur les cycles d'apprentissage, contrairement, je pense, aux EdTech qui ont un peu bossé le sujet, heu et ben là, on a un cocktail qui est pas bon pour l'apprentissage. Alors, peut-être que je suis trop, regardons le bon côté des choses. Ça donne quand même un accès extraordinaire à beaucoup de choses. Le problème, ça va être aussi les limites, c'est-à-dire, il y a 150 000 influenceurs en France. Dedans, il y a à boire et à manger. La plupart sont experts de rien du tout. Heu et du coup, qui détient le savoir aujourd'hui? Qui transmet le savoir? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est un youtubeur? Est-ce que c'est Clément? Est-ce que c'est Gemini? Moi, quand ma fille me dit: «Papa, il paraît que», je sais très bien d'où ça vient. Je sais que ça vient du numérique. Alors après, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je fais de ça? On engage une discussion, voilà. Mais c'est vraiment c'est pour ça que je parlais de tsunami tout à l'heure, c'est vraiment un tsunami. Mmh. Et j'aurais une question là-dessus, peut-être sur justement sur le rôle de, alors l'enseignant, de la personne qui éduque. Mais peut-être juste avant ça, tu as parlé de prolétarisation tout à l'heure si je dis pas de bêtises, mais il y a Anne Alembert qui est une philosophe qui parle de prolétarisation de la pensée et qui fait le parallèle avec l'impact qu'ont eu, bah, les révolutions industrielles sur les savoir-faire artisanaux, sur, bah, les capacités manuelles et où, aujourd'hui, en fait, on externalise pas tant un savoir-faire manuel je crois que c'est le savoir penser, le terme, et dans ton livre, je crois que tu cites aussi Hannah Arendt qui dit que le travail, c'est pas, que produire, c'est aussi créer, c'est être relié aux autres. Comment l'IA, elle vient, percuter un peu tout ça et c'est quoi peut-être cette logique de prolétarisation de la pensée que je trouve intéressante? Bah, la prolétarisation en elle-même, moi je trouve qu'elle vient un peu de la concurrence déloyale, de la machine qui en gros, moi je prends cet exemple du traducteur. Et ben, en fait, avant le traducteur, je dis n'importe quoi, il était payé 1 000 € pour traduire un contrat commercial pour un client. Aujourd'hui, le client va lui dire: «Bah, écoute, vu qu'avant tu passais une journée, maintenant tu passes 3 minutes, bah, je vais plus te payer 1 000 €, je vais te payer 300 €. Par contre, c'est toi qui vas signer en bas parce que c'est toi qui vas garder la responsabilité de la traduction» et le traducteur, comme il a une éthique, une déontologie, il va quand même tout relire. Il va quand même amener des nuances parce qu'en fait, la traduction de la machine n'était pas terrible. Bah, à l'arrivée, il va travailler quasiment autant pour 300 € et bon, bah, ça s'appelle de la prolétarisation. Ça, c'est un risque, une espèce de concurrence déloyale des machines. Mais réfléchir comme ça serait voir le travail qu'effectivement que sous l'angle de la production. Effectivement, Hannah Arendt, voit le travail de façon plus large. Donc sur la production, bien sûr, il y a cette concurrence déloyale et on peut parler de prolétarisation, en tout cas pour les cols blancs qui sont pas habitués, hein. La prolétarisation dans le langage commun, c'est les cols bleus, hein, qui sont passés en fait à un secteur primaire, il est allé dans le secteur secondaire, hein, les paysans dans les usines, ensuite dans les usines dans les bureaux, du secondaire au tertiaire, puis aujourd'hui le tertiaire, il va aller où? Donc ça, on sait pas. C'est ce qui va peut-être nous arriver, hein, c'est les chiffres qu'on voit arriver. Donc c'est le risque de la substitution, de la destruction d'emplois. C'est aussi la dilution de la responsabilité, la délégation algorithmique. Et puis, je crois aussi un truc qu'on ne dit pas assez dans la production, enfin dans les effets de l'IA sur la production, c'est l'abandon du processus au profit du résultat. On va tout le temps aller voir le résultat, mais bien souvent, c'est le processus qui est intéressant. Et là, en fait, quand on réfléchit, on fait le processus. Puis bon, on arrive à un résultat. Et là, en fait, ChatGPT, tu lui demandes au début, te fait la réponse, mais le processus, tu le vois plus, il est dans la boîte. Donc voilà, il y a des vraies incidences sur la production. Mais si on écoute Hannah Arendt et qu'on prend par exemple son deuxième pilier du travail, qui est la création, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme participe à la création du monde, ben, on va se dire: «Mais en fait, à quoi je vais servir? Est-ce que je vais créer?» L'IA crée des films, crée de la musique, crée des textes, crée des poèmes, de façon parfois brillante.
Donc, ça peut générer un sentiment d'inutilité et puis ça peut toucher la reconnaissance avec, voilà, la maxime, hein, c'est en forgeant que je deviens forgeron, mais, alors si je forge plus, je suis quoi? Qu'est-ce que je suis? À quoi je sers? Également la question de la défiance. Qui crée? Est-ce que la création se déplace? C'est-à-dire, en fait, on va dire: «Bah, oui, mais moi, quand j'ai écrit mon bouquin, on m'a tout de suite demandé: "Mais c'est toi qui l'a écrit?"» Pas ou avec et en fait, tu es obligé de te justifier. Donc est-ce que c'est: «Oui, je crée avec»? Ah, c'est une question qui paraît bête. Est-ce qu'on nous demandait avant: «Est-ce que tu as regardé Google?» «Oui», ou «Est-ce que tu as lu un livre?» On a un Picasso, c'était un génie, il s'est inspiré des Égyptiens, de plein de gens, hein. Comme tout créateur, on remixe, des choses. Mais là, il y a une défiance qui s'installe, «Est-ce que c'est toi qui l'as fait?» Voilà, donc il y a un vrai sujet, je trouve, sur la reconnaissance et puis aussi la défiance. Et enfin, la troisième dimension, que nous propose Hannah Arendt, c'est le travail comme un lien, être relié aux autres, hein. Alors, on peut certes travailler seul, mais il y a souvent on travaille en équipe, il y a des collectifs de travail. Et donc là, sur cette dimension-là, bah, on voit bien, ce qu'on appelle, la technoférence, c'est-à-dire l'interférence technologique avec les écrans qui font écran, avec le fait que on va se rapprocher du lointain, hein, visioconférence, hein, le Covid, tout ça, mais peut-être qu'on va s'éloigner du prochain. À un moment donné, quand tu vois dans une entreprise les gens qui, vont même pas monter un étage pour aller voir leurs collègues et faire des visios, on peut se poser la question, finalement, est-ce que ça va pas grignoter ce lien? Et puis il y a une 2e dimension, là, qui est nouvelle avec l'IA pour le coup, c'est plutôt Marcel Mauss qui nous parle, du don contre don et qui nous dit: «Le lien social se se fonde sur ce don contre don». C'est-à-dire, quand je demande à un collègue quelque chose, c'est pas simplement un résultat que j'obtiens, il va se passer une fonction sociale essentielle qui crée un lien, de dire: «En fait, tu es important pour moi et l'expertise que tu me donnes, je la reçois et je suis redevable pour t'aider aussi demain» et donc ça va créer un lien entre nous. Voilà, ce don contre don de Marcel Mauss et je pense qu'il y a un risque d'érosion du lien parce que si, effectivement, en équipe, je demande systématiquement à une IA quelque chose parce que je considère que, bah, ça va plus vite. Je veux pas aller déranger mon collègue, puis en plus, ça se trouve, mon collègue, ça se trouve, il est moins bon que l'IA. Et ben, en fait, petit à petit, on va avoir des collectifs de travail qui risquent de se diluer. Alors déjà que les écrans font écran, qu'on a des temps d'écran énormes. Voilà, donc on voit bien que sur la production, la création et le lien, le numérique en général et l'IA qui se rajoute en surcouche, vient transformer, vient éroder, vient changer les choses. Alors, parfois positivement, parfois négativement et en tout cas, moi, nous, on intervient dans les entreprises pour, parler justement des impacts anthropologiques de l'IA, hein. Moi, c'est vraiment mon dada et on voit que c'est pas neutre et ça interpelle beaucoup les gens parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ça va assez vite, hein. Le fait d'aller demander à des IA, de plus avoir cette reconnaissance de la création, de plus avoir l'effort et l'intensification, donc finalement la promesse de la libération qui est pas encore là. Donc en fait, on a encore beaucoup de questions sur, sur ces impacts et alors moi je dirais pas qu'il y ait une prolétarisation de la pensée, mais il y a des risques effectivement de cet ordre-là, en tout cas, qu'il faut prendre au sérieux. Un truc qui me frappe en t'écoutant et pas juste toi, mais en m'intéressant au sujet de l'IA et puis en ayant la chance de rencontrer plein de gens passionnants sur ces sujets-là, c'est que globalement, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de se construire un futur dont assez peu de personnes ne veulent, avec tous ces outils-là, et pour autant qu'on y va tous gaillardement. Et j'avoue que moi, c'est un truc qui m'interroge beaucoup. Tu vois, tu parlais de ces patrons de la Silicon Valley. Alors, je sais pas à quel point c'est un mythe ou pas, mais en tout cas, qui te vendent leurs outils en te disant que c'est extraordinaire, mais pour autant, ils se disent que pour leurs enfants, c'est quand même mieux de rester au papier, au crayon. Moi, ça me questionne pas mal. Mais je voulais te poser une question. Tu as dit un truc que j'aimais bien. Tu disais, si c'est en forgeant que je deviens forgeron, si je ne forge plus, qu'est-ce que je deviens? Je fais un petit pas de côté, mais parce que moi, je travaille avec les compagnons du devoir. Et je sais que cette question de l'impact de l'IA et de la robotique sur les métiers dits manuels, artisanaux, c'est un gros sujet. Je sais pas si toi, tu as un avis sur la question. Est-ce que tu vois les cols blancs, en tout cas dont on dit, où ils vivent un peu leur révolution industrielle, ce qu'ont vécu les métiers manuels, est-ce que tu penses que l'IA générative, ça peut être aussi une façon de
alors je sais pas si c'est revaloriser parce qu'ils ont pas forcément besoin de revaloriser, mais en tout cas remettre en avant cette nécessité de ces métiers-là et peut-être mettre en avant aussi le fait que, d'une certaine façon, ils peuvent être peut-être plus robustes, en tout cas à court terme, que des métiers qui nécessitent juste de la transmission d'informations ou des métiers du. Les travailleurs du savoir. Ah ben, moi, je suis pas le seul à dire. Je pense que, on va dire que ça va être la revanche des cols bleus, mais je pense qu'effectivement, dans ce nouveau paradigme, c'est plutôt les cols blancs qui vont vivre des transformations profondes. Alors peut-être pas, la destruction du travail annoncée avec des millions d'emplois, mais enfin là récemment, c'est la Coface qui a fait des projections qui sont quand même assez préoccupantes. Non pas en remplacement poste pour poste, mais plutôt des taux de transformation de métiers importants. Voilà, c'est-à-dire que si tu décomposes les métiers en tâches, effectivement, les cols blancs vont avoir beaucoup de tâches qui vont être impactées, par l'IA. Et c'est vrai que dès qu'on va avoir des métiers, manuels, hein, c'est le fameux, enfin, c'est le paradoxe, de Moravec, qui en gros nous explique ce qui est facile pour l'humain est difficile pour la machine et inversement. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est robotique, tout ce qui est, travail fin avec, tout ce qui est manuel, contextualisation, bah, là, c'est très difficile, ça coûte très cher. Alors à long terme, avec les progrès de la robotique et le mariage robotique plus IA, on va se rapprocher de plus en plus. Pour l'instant, on en est loin, puis évidemment, il y a des questions, de coûts, d'énergie et cetera, hein, qui sont quand même pas neutres, qui vont peut-être à un moment donné freiner tout ça. Et donc en attendant, je pense qu'effectivement, les cols bleus ou en tout cas les métiers manuels et relationnels vont sans doute reprendre de la valeur. Ce qui pose plein de questions parce que quand on a des enfants et moi ayant des enfants, je me pose la question finalement, c'est quoi l'avenir de tel ou tel métier, hein, ingénieur, avocat, médecin. On se posait pas ces questions il y a 10 ans, en tout cas pas aussi frontalement. Là, il y a vraiment alors on sait que c'est des métiers qui disparaîtront pas, mais il y aura peut-être moins besoin en nombre, puisqu'il y aura beaucoup d'assistants à leur côté et effectivement, je suis aussi allé voir les les compagnons du devoir là à côté de chez moi et d'abord j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de bien de voir des métiers, concrets, cuir, du béton, du bois, du métal et je me suis dit en ressortant de là qu'il y avait beaucoup d'avenir et en même temps, si j'étais là, c'est parce que le directeur se posait plein de questions sur, comment tirer, aussi des bénéfices de l'IA dans ces métiers-là. Donc je pense que voilà, faut pas les opposer, mais c'est vrai que ça sera peut-être un peu plus protégé. Moi, je prenais l'exemple de l'esthéticienne qui a la double casquette manuelle et relationnelle. Ça va être compliqué de trouver une machine qui remplace l'esthéticienne, avant que quelqu'un accepte les gestes fins de l'esthéticienne, plus le blabla, voilà, le relationnel qu'on vient chercher aussi. Là, il va falloir une sacrée machine, hein. Mais voilà, après, j'ai pas fait d'études, d'impact, il y en a plein, mais il est probable que parce que finalement, quand on se pose la question: «C'est quoi les singularités humaines?» Bah, tu reviens au corps, aux émotions, voilà. Et c'est vrai que l'IA, par contre, sur les capacités cognitives, fait beaucoup de progrès. Fait beaucoup de progrès, donc ouais. Tu disais un peu si on a tous un précepteur dans la poche, quel est le rôle finalement de l'enseignant? Parce que, en tout cas, de ce que moi je comprends et tu vois, dans l'éducation nationale où, il y avait cette question de il y a un programme et donc on doit, tu vois, tu disais remplir le tonneau, donc c'est transmettre du savoir et en même temps, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plus rapide, peut-être plus simple d'avoir accès à ce savoir en direct. Google hier, les outils d'IA générative aujourd'hui. Forcément, ça déplace les attentes et le rôle, de l'enseignant, mais de toutes les personnes qui transmettent du savoir finalement, ou de l'expertise ou de l'expérience en entreprise, à l'école. Comment tu regardes ça et de ton point de vue, qu'est-ce qui devient, important ou comment dire? Quelles sont les compétences peut-être qui deviennent, importantes pour ces personnes qui ont des rôles de transmission, en fait? Ouais, moi, je pense déjà, ça fait longtemps que le rôle, et la légitimité de l'enseignant, puits de savoir, pendant très longtemps, ça a été ça, c'était le puits de savoir. Bon, ça fait longtemps que c'est fini avec les livres et encore plus avec, internet. Et puis, il y a eu Wikipédia et il y a beaucoup d'enseignants qui ont vécu ce traumatisme en disant: «Mais en fait, j'ai un élève qui me dit: "Non monsieur, c'est faux, vous êtes trompé"». Bon, donc ça, je pense, ça fait longtemps que c'est fini et ça va beaucoup plus loin avec, le précepteur numérique dans la poche. Mais fondamentalement, il y a déjà beaucoup d'enseignants qui ont bien compris qu'ils ne pouvaient plus, légitimer leur rôle simplement avec, «Je suis un puits de savoir en mathématiques, en histoire» et voilà. Qu'il y avait autre chose.
Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le rôle de coach, de tuteur, d'animateur, de facilitateur d'intelligence collective, de compagnon? Et c'est intéressant d'explorer ces rôles-là. Et moi, j'aime bien prendre trois grandes figures de la philosophie. Socrate avec la maïeutique. En fait, finalement, c'est par le dialogue que émergent les idées. Et finalement, on se dit, tiens, il pourrait pas y avoir une nouvelle maïeutique, une maïeutique digitale, encadrée par l'enseignant, qui fait qu'effectivement, ça devient voilà, on va faire challenger nos idées par l'IA, on va la pousser, enfin, l'IA va nous pousser dans nos retranchements. Il y a une sorte de nouvelle maïeutique et l'enseignant va devenir un pro de tout ça et un pro du prompt, un pro de l'utilisation, heu, pour cette augmentation justement, hein, cette orthèse. Ouais, je pense cette figure de Socrate. Il y a aussi Hegel, le maître et l'esclave. Et là, la question, ça va être qui va être le maître? Et est-ce qu'à un moment donné, le risque, ça serait pas que la machine devienne le maître de l'humain? Donc là, oui, il y a un risque dans cette figure du maître et de l'esclave que, on continue à tenir les rênes, en fait. Et c'est pas si simple parce que on peut très vite, au départ, être fasciné en se disant: «Bah, c'est génial, moi, je vais poser les questions que je veux, c'est moi qui tiens le manche». Puis à un moment donné, d'abord se rendre compte qu'on est totalement dépendant de la technologie, qu'elle nous donne les réponses qu'elle veut et qu'on on perd le fil. Donc là aussi, comment l'enseignant va être garant qu'on reste maître de cette relation avec, bah, finalement une nouvelle figure d'enseignement qui sera l'IA. Enfin, ou après elle aura plein de noms, je sais pas comment ça va se décliner demain, mais il y a un nouvel entrant voilà, dans le paysage éducatif. Et puis il y a Freud qui nous parle de de l'inquiétante étrangeté. C'est quoi? Il prend l'exemple du miroir dans lequel, l'humain se voit, il prend peur en se voyant dedans et quand il comprend, parce que le miroir se casse, que c'était un artifice technique, le la mystification s'effondre et là, je pense que si on reprend cette figure-là, le rôle de l'enseignant, ça va être de démystifier. Qu'est-ce que c'est que l'IA? Comment ça marche? C'est des probabilistes, c'est des tokens, c'est des réseaux de neurones, c'est une machine, voilà ses atouts, voilà ses limites, voilà ses biais culturels, parce qu'elle est 80 anglophone, voilà ses hallucinations. Aujourd'hui, peut-être que demain sera autre chose, hein. Demain, on aura peut-être les world models avec, Yann Lequin et des IA qui seront encore plus puissantes, mais le rôle, voilà, de démystificateur et je pense que quand on demande aux élèves, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les enseignants puissent les accompagner dans cette révolution. Donc de connaître, de démystifier, de décoder, d'accompagner, d'encadrer. Peut-être d'aller sur les terrains pleinement humains comme, justement les autres types d'intelligence, hein, manuelle, kinesthésique, musicale, relationnelle. Comment faciliter des groupes? Moi, je sais que chez FlexJob, on est tous facilitateurs d'intelligence collective et on voit que moi, j'ai créé le Smartphone Show. Hier, j'étais, à Paris pour me former à la fresque de l'IA. Heu, on voit que tous ces formats d'intelligence collective marchent très, très bien et je me suis dit: «Mais c'est marrant, pourquoi ça marche aussi bien?» Bah, parce qu'il y a que de l'humain, il y a plus de machine et on facilite l'émergence de l'intelligence collective et donc peut-être que là aussi, l'enseignant pourrait devenir un facilitateur pour qu'il y ait de l'intelligence entre les groupes d'élèves. Voilà et je pense qu'il y a vraiment c'est là aussi que réside le tsunami, hein, des changements de posture, des nouvelles compétences à acquérir et pas simplement apprendre à prompter, hein, c'est un peu réducteur. Mmh et puis affronter aussi et là je trouve que c'est pas simple, mmh, à la fois la question aujourd'hui qui est très prégnante, hein, de la triche, de se dire en fait, bon ça a toujours existé la triche, mais de se dire en fait, bah, à quoi bon les devoirs à la maison, quoi? Enfin, on sait que de toute façon, on sait pas qui le fera. En plus, les élèves utilisent des outils comme Bypass qui permettent d'aller remettre des fautes dans les textes pour noyer le poisson et on sait plus qui a fait quoi et donc il y a cette question de l'éthique, hein, de voilà, de la transparence, du cadre d'utilisation, de se dire en fait qui fait quoi? Alors ça du côté de l'élève et puis du côté de l'enseignant parce qu'en fait les enseignants, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à utiliser des IA pour corriger les copies. Donc là, du coup, l'élève pourrait dire: «Mais alors tu es en train de me dire qu'il faut pas que j'utilise, ChatGPT parce que je suis un tricheur, mais toi tu utilises, l'IA pour corriger mes copies». Donc, un peu à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue et je pense qu'il y a besoin que, justement de poser des cadres d'utilisation pédagogique, éthique et c'est un peu tout le sens, nous, des accompagnements qu'on fait dans les établissements scolaires. C'est de permettre cette discussion, ces prises de conscience, voilà, pour sortir des 1ers pièges dans lesquels on est tombé aujourd'hui, hein, parce que ça va continuer comme ça, quoi.
On arrive tranquillement sur la fin de l'échange. On a abordé déjà plein de sujets. Un dernier point peut-être qui m'intéressait sur lequel j'aimerais bien t'interroger, c'est la question peut-être de la justice sociale. Je crois que ça me fait penser à mes cours de SES sur le capital social de Bourdieu, mais et ça permet de faire la boucle avec ce que tu disais en intro sur, en fait, pour utiliser ces outils, il faut déjà avoir un tonneau solide et bien rempli. Et donc, bah, en fait, ces outils-là peuvent être des multiplicateurs de capacités à faire à partir du moment où on a un capital cognitif solide. Et à l'inverse, si c'est pas le cas, bah, ça va être plutôt une prothèse. Tu vois, quels sont selon toi les critères là, qui permettent de faire le tri et bah, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, et puis ça permettra peut-être de clôturer cet échange, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être à titre individuel, à titre de parents, d'enseignants, pour, en se disant que de toute façon, ces outils sont là, ils risquent d'être là un petit moment, pour s'en emparer en étant critique. Toi, tu parlais de technocritique, en étant critique et en se disant, bah voilà, l'objectif, c'est d'en faire quelque chose qui soit utile pour soi, pour les autres, et d'être capable de décider quand l'utiliser, quand pas l'utiliser, que ça soit utile. Ouais, alors ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai commencé il y a 30 ans. Mon premier métier, qui m'a suivi, hein, c'était de combattre la fracture numérique. Et la fracture numérique, il y a 30 ans, c'était la fracture du matériel. C'est-à-dire, j'allais dans les quartiers nord de Marseille amener Internet à des gamins défavorisés dans les centres sociaux. C'était l'accès au matériel. C'est-à-dire que le CSP+, ont eu Internet en premier. Quand j'ai démarré, il y avait que 6% des gens qui avaient Internet. Donc, c'était la fracture numérique déjà. Et ben, 30 ans après, dans mes ateliers Smartphone Show, les premiers qui viennent, c'est les CSP+, qui ont compris qu'il y avait un problème sur la cognition humaine, sur la surexposition aux écrans, etc. Donc, il y a une nouvelle fracture numérique qui est en train d'émerger. C'est plus la même. Et il y a un risque qu'on peut appeler, alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais je trouve ça intéressant, c'est de reprendre une parabole de l'évangile de Matthieu. Et on appelle ça l'effet Matthieu de l'IA, c'est de dire en fait, il sera donné davantage à ceux qui ont déjà. Terrible. C'est-à-dire finalement, bah voilà, tu as un capital socioculturel important, hein, voilà, tu es le fils de Laurent Alexandre, bah, toi, tu vas t'augmenter avec l'IA. Voilà. Tu as eu justement un capital social, tu as eu peut-être les premières années de ta vie où tu as fait des trucs manuels, tu as fait du cheval, tu as fait plein de trucs, tu as fait, voilà, tes parents ont pu beaucoup parler avec toi, te faire lire, te faire écrire, apprendre à sculpter, à dessiner. Et ben en fait, avec l'IA, on va bien t'apprendre à l'utiliser, et du coup, tu auras encore plus. Donc ça, c'est un vrai risque. C'est la nouvelle fracture numérique. Et en même temps, quand je dis ça, on a l'impression que voilà, il y aurait que des risques. Moi, je pense que c'est aussi une formidable promesse de réduction des inégalités, notamment scolaires. On parle beaucoup des 10 qui peuvent, grâce à ces outils, apprendre. Tous les 10, hein, 10 calculiques, 10 orthographiques, etc. Et puis, bah, tout un tas d'élèves qui ont un profil pardon, autodidactique assez puissant, qui peuvent apprendre par eux-mêmes. Donc, je pense qu'il y a des opportunités incroyables d'apprendre avec ces outils. Donc, il faut voilà, pondérer. Mais c'est clair qu'on aura sans doute là aussi une nouvelle fracture numérique. Donc, il y a, moi, je vais dire, dans les conseils que je donnerais pour essayer de bien aborder cette révolution, bah, je dis souvent de donner une solide base de savoirs fondamentaux, de culture générale. Et si tu l'as pas dans ta famille, ben, il faudrait qu'au moins l'école puisse te le donner, en espérant que certains youtubeurs ou certaines IA puissent y contribuer aussi. Mais voilà, quand on est seul, c'est pas évident. Donc une bonne culture générale, cultiver les intelligences multiples, et puis pas hésiter, voilà, aussi à aller dans le réel, aller dans la vie concrète et pas rester devant un écran, utiliser son corps, vivre dans l'espace, et puis apprendre à décoder le numérique, justement démystifier cette boîte noire. Et puis une nouvelle compétence qui me semble indispensable et qui est pas évidente, qui est apprendre à faire sans le numérique, à faire autrement, et puis se déconnecter pour se reconnecter aux autres. Et je pense que la clé de tout ça, et c'est un petit peu le sens des ateliers que j'anime avec le Smartphone Show, c'est la prise de conscience mutuelle euh, avec des adultes et des engagements. C'est-à-dire, à un moment donné, faut prendre des décisions, hein, c'est là, sortir de la neutralité technologique, c'est de dire, ben voilà, moi, j'utilise de nouveau la carte routière, ou je prends un appareil photo à l'ancienne. Quand je prends des photos, je prends plus mon téléphone, parce que sinon je me disperse, je fais autre chose. Ou je le sors de la chambre à coucher, ou je reprends la lecture du livre, des livres le soir, ou je l'emmène plus pendant les vacances. Enfin, des décisions qu'on va prendre pour reprendre la main. Je pense que voilà,
On peut très bien, c'est pour ça que c'était important au début de discuter du pharmacone et cetera, d'avoir une vision bien claire de la technologie pour pas la diaboliser, pour pas non plus la diviniser, hein, comme certains le font, hein, en disant que finalement, la technologie va nous sauver de tout, hein, les technosolutionnistes. Mais pour la mettre à sa place, moi, c'est vraiment ce qui m'anime et de reprendre peut-être une certaine liberté parce qu'on est dans un cadre collectif, parce qu'on subit des choses. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui se révoltent, hein, contre ça dans les ateliers, qui disent: «Ouais, mais moi, je préférais». Alors évidemment, c'est des gens de mon âge, hein, qui disent: «Oui, mais dans les années 70, c'était bien, il y avait plus tout il y avait pas tout ça, Je dis: «Ouais, ouais, mais on est plus dans les années 70». Je vois pas comment, enfin voilà, je vois pas comment on va abandonner ces technologies. Voilà, voilà un peu les conseils que je peux donner, entre guillemets. Bah, écoute, merci et oui, je suis d'accord avec toi, c'était important peut-être de redire que tout n'est pas noir, mais que c'est important quand même d'avoir un esprit critique et de se poser des questions. Merci beaucoup, Jean, pour ton temps et d'avoir répondu à mes questions. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.